Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Progitalk, un podcast où on aborde des sujets d'actualité au niveau de la technologie, au niveau de l'innovation technologique aussi, développement de produits. Donc aujourd'hui, on a le privilège d'avoir un invité spécial, un invité qu'on est très content d'accueillir, qui s'appelle Antoine Lefrançois. Donc j'ai eu le privilège de travailler directement avec Antoine chez Progi, puis on était vraiment content qu'il accepte notre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler de la mise en place d'une culture d'excellence technologique au niveau individuel, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation aussi. Et on va essayer de vous donner des trucs, des outils concrets pour mettre ça en place dans vos entreprises. Donc, sans plus tarder, bonjour Antoine. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Bienvenue dans cet épisode. Une belle expérience pour toi aussi, je pense. Oui, vraiment. Ça va être intéressant le sujet. Vraiment, il y a plusieurs angles à couvrir. Absolument, absolument. Est-ce que tu peux prendre un peu de temps pour te présenter? Je pense que pas tout le monde qui te connaît. Exact. Antoine Lefrançois, mon rôle dans les dernières années a évolué. Maintenant, je vais plus me reconnaître au terme de conseiller en performance organisationnelle ou performance opérationnelle. Donc, vraiment quelqu'un qui vient dans les équipes, dans les organisations pour aider à structurer les processus de travail, les méthodologies, les pratiques, tout ça centré sur les pratiques du génie logiciel. Okay. Ça fait une couple d'années maintenant là, que je suis là-dedans. J'ai fait un background de développeur à la base qui m'a mené vers ce rôle-là maintenant. Là. OK, ouais. Un drôle de parcours, en fait. J'ai commencé en tant que QA en aéronautique. Okay. Donc, je fais des tests automatisés. C'était là que les premiers balbutiements dans les pratiques du génie logiciel. Après ça, j'ai toujours été... c'est un peu un running gag. J'ai fait que 3 entreprises dans mon passage. J'ai commencé mon parcours chez Bell Canada comme développeur où j'ai pu naviguer dans plusieurs rôles, Scrum Master, PO, architecte. Puis ensuite, je suis parti dans une entreprise qui s'appelle Elapse Technologies qui offre du service conseil, tout sur les pratiques de développement logiciel, l'agilité, la transformation organisationnelle, où j'ai fait quelques années là et avec un intermède chez Nexap, Nexap Technologies, qui est une entreprise de service conseil de développement logiciel basée à Québec. Où j'ai eu à les aider dans leur transformation, leur croissance lors des années 2020-2022, donc directement dans la pandémie, quand il y a eu une croissance du développement du numérique. Donc, adapter la culture, le développement de produits et tout ça à l'interne. Donc, c'est vraiment intéressant, qui m'amène à aujourd'hui me concentrer beaucoup plus sur tout ce qui est les pratiques organisationnelles, les structures d'équipe, les structures de processus, que ce soit de la start-up jusqu'à la grande entreprise ou même le domaine public. Donc vraiment là, un domaine qui est assez large parce qu'il y a des similarités entre les différentes organisations en fait. On est tout le temps dans cette quête de l'excellence technologique dans chacun des divers milieux. Par contre, il y a certains enjeux que je dirais qui sont très différents en mode start-up que dans la très grande entreprise, dans les objectifs reliés à ce genre de objectif de performance, d'accru de performance. Là. Wow, OK. Cool. Donc oui, puis en plus, je rajouterais, ça c'est mon emploi de jour. J'ai comme un emploi de nuit. Okay. Je donne des conférences dans certaines comme Agile Tour, Interface maintenant, qui était l'ancien Web à Québec. Ouais. Avec très belle conférence. D'ailleurs, c'est cette semaine, je crois. Oui, c'est cette semaine. On enregistre le 27 mai, ça commence aujourd'hui. OK. Aussi, j'ai donné quelques formations, surtout sur l'architecture logicielle, les tests automatisés, la pratique de la stratégie de qualité à l'intérieur d'équipe. Et aussi, j'ai été chargé de cours à l'Université Laval depuis plusieurs années. Tout ça dans les pratiques comme les systèmes d'exploitation, les réseaux, l'architecture logicielle, des démonstrations de mathématiques discrètes aussi. Donc, j'ai un peu un gros bagage de curiosité. Tu ratisses large, c'est un passionné. Exact. C'est bon. Puis on a eu l'occasion de se croiser chez Progi. Justement, on a été pendant 2 ans ensemble dans la transformation que vous avez vécue chez Progi, je pense de 2022 à 2024. Oui, à peu près. Où on a justement travaillé sur la mise en place des nouvelles stratégies d'équipe, processus, amélioration des pratiques de développement. Donc, ça a été un super beau passage chez Progi. Là. Je regarde ma fameuse méthode du rétroviseur de où vous étiez ou où vous êtes rendu. C'est magnifique. Ben, écoute, merci. Quand on brainstormait un petit peu sur les sujets, on se demandait de quoi qu'on va parler ensemble. Ouais. Puis tout de suite, il y a une idée. J'ai dit, il faut parler de culture d'excellence technologique parce que je trouve que ça colle vraiment bien. Qu'est-ce que tu amènes? Oui, ben c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que si on essaie juste de définir le terme culture d'excellence technologique,
il y a comme je vais le qualifier en trois termes. Le premier, qui est justement cette notion-là d'être dans la quête de l'amélioration de soi-même, l'amélioration, d'être toujours en quête de s'améliorer. Ce qui n'est pas nécessairement d'être le meilleur, mais de toujours viser à améliorer sa pratique, améliorer sa performance, améliorer tous les aspects reliés sur le développement de produits. Le deuxième thème, qui est la technologie au service des affaires. Parce que il y a beaucoup d'éléments que la technologie doit répondre à des besoins, que ce soit financiers, d'entreprise, des processus d'affaires, et non, je dirais, exister pour la technologie. Le développement logiciel, le domaine du génie logiciel, du développement informatique, c'est un domaine un peu spécial. On ne travaille pas dans le domaine dans lequel on a étudié. On est toujours au service des autres. C'est vrai. Il faut toujours garder cette notion-là d'être au service des autres, de s'intéresser, d'avoir cette curiosité-là dans les problèmes auxquels on résout au quotidien, là, dans les logiciels qu'on conçoit, dans les applications qu'on conçoit. C'est vraiment pour d'autres personnes. Donc, il y a cette notion-là que la technologie doit être au service des affaires, de la business, des organisations. Et le troisième, c'est que tous les niveaux doivent être engagés dans une culture. Que ça ne peut pas juste être les équipes de réalisation, les équipes de développement. Il faut aussi aller au niveau du leadership, le gestionnaire de terrain, la direction d'entreprise, la gestion complète. Il doit avoir cette notion-là d'excellence à l'intérieur de ces murs pour que justement cette colle-là puisse prendre à tous les niveaux. Donc, ces trois ingrédients-là, que si je ramène, c'est la quête d'être meilleur, le techno au service des affaires et une culture à tous les niveaux, fait en sorte que là, on va vraiment parler d'une culture d'excellence technologique qui va percoler à l'intérieur de l'organisation. Fait que c'est super intéressant parce que ça nous permet de le niveler à différents niveaux, comme si je prends la quête d'être meilleur, ben, on peut l'exploser sur le niveau individuel, le niveau équipe, le niveau organisation, dans le sens qu'on peut justement creuser cette quête d'être meilleur, de s'améliorer, de l'amélioration continue, à ces trois niveaux-là, donc que chacun a un peu son rôle à jouer pour que cette culture-là puisse prendre forme. Puis on peut même l'explorer après ça sur toutes les notions de transformation organisationnelle, c'est-à-dire people, process and tools, donc les individus, les processus et les outils. Les outils sont souvent les choses les moins comment dire, difficiles à appliquer. Ouais, on pense que c'est le premier réflexe qu'on a. Ouais, on a un problème, on va chercher un outil dans le coffre à outils puis on le résout. C'est le plus facile à implémenter, c'est souvent celui qui a le moins de gains. On va upgrader nos librairies, nos frameworks, on va aller chercher une nouvelle version, un nouvel logiciel. Ouais, puis on a l'impression que ça va nous dégager un potentiel comme exponentiel de performance parce qu'on vient de faire cette mise à jour-là, alors que c'est rarement la source du problème. Ça a un impact, mais peut-être pas autant que d'autres éléments. Mais nous, moi, dans mon perspective de dev à l'époque, j'avais cette notion-là que j'ai juste à me changer d'outil. C'est pas le bon langage, pas le bon framework, je suis pas en train de faire la bonne chose, parce que c'est ce que je contrôle, c'est ce que j'ai l'impression que je contrôle, en fait. Ouais, c'est ça. Souvent, les devs, c'est un des réflexes, on entend ça, ils vont faut tout réécrire. Tu sais, quand ils arrivent dans du code, ils n'ont pas écrit, il faut tout le temps... faut le réécrire au complet. C'est tout le temps ça, parce que c'est pas toi qui l'as fait, donc tu pas trop sûr de comment ça va se comporter. Fait que tu le repousses un peu, puis tu dis « Ah non! » pas confiance. Là, Mais cette notion-là, tu sais, c'est souvent l'outil est vraiment un outil. C'est pas supposé d'être notre seul centre d'amélioration qu'on doit avoir dans notre équipe pour viser une excellence. Puis ça va beaucoup passer. Là, quand je l'ai nommé, j'ai mentionné individu, people en premier. Ça passe souvent là, en fait. Pas la cause de l'inefficience, mais où qu'on manque beaucoup de focus, justement, dans la perspective d'amélioration continue, c'est le développement de nos individus, le développement des humains. Parce que ta culture organisationnelle, ta culture d'équipe vient des individus qui la composent. Sans individu, t'as pas d'équipe, t'as pas d'organisation. Donc, c'est un peu... Mais ça vient un peu, des fois, comment dire, en conflit avec l'agilité qu'on dit c'est un concept d'équipe, on bâtit tout en équipe, mais on dirait que souvent, on va tendance à oublier que l'équipe est composée d'individus. Exact. Et qu'à quelque part, il faut en tenir compte dans nos stratégies. Tout à fait. Puis en plus, je pense que t'es gestionnaire maintenant. T'as des gens à ton compte. Chaque personne a un plan de développement. Il y a sa carrière en jeu. Donc, on oublie cet aspect-là aussi. C'est chaque personne a un caractère individuel dans l'équation. On est là, l'employé
n'est pas juste au service de l'employeur. L'employé est au service aussi de l'employé pour son développement personnel, son développement de carrière, sa vie à l'intérieur des murs de l'entreprise et même au-delà. Donc, il y a cette perspective-là que l'individu aussi compte énormément dans la question de l'équation de la culture. Ouais, c'est ça. C'est vraiment impressionnant quand tu décortiques la culture d'excellence que, au final, la technologie, c'est culture d'excellence technologique, la technologie est le plus simple à résoudre, mais que la notion de culture, c'est là qu'il y a les plus grands travaux à mener, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a plusieurs concepts dans le titre, là, dans le sujet du podcast, la culture d'excellence. Fait que là, l'excellence, de ce que j'ai compris, que tu le définis comme étant, mettons, la quête ou le processus d'amélioration continue à tous les niveaux de l'entreprise. Exact. La culture, donc comment ça se définit ou comment ça se bâtit une culture aussi. Exact, parce que la culture, c'est vécu au quotidien. La culture n'est pas que la vision ou un énoncé qu'on fait dans une rencontre de direction. Ça se vit au quotidien. C'est vraiment la motivation des gens à l'intérieur, l'engouement et la motivation des gens à l'intérieur de l'organisation, des équipes, qui va mener à cette culture-là. C'est vécu sur le plancher, la culture. C'est pas vécu non plus, c'est amené par, je veux dire, la gestion, mais c'est vécu principalement. Les effets sont sentis au niveau du plancher. Au niveau des équipes de développement, au niveau des équipes de livraison, puis même au niveau des équipes opérationnelles. Souvent, des équipes, par exemple, de service à la clientèle sont des clients pour qui on développe des applications parce que c'est eux autres qui utilisent, c'est eux autres qui interagissent avec le client, comme le customer facing, c'est le service à la clientèle, par exemple. Mais ces gens-là aussi représentent la base de la culture. Leurs problèmes qu'eux vivent, ben c'est le fondement des problèmes que nous, on a à résoudre pour qu'eux soient performants. Quand je dis que c'est la culture d'excellence de l'organisation, c'est que c'est toute l'organisation, pas juste les équipes de développement, qui vont être impactées par ce changement-là, d'être dans l'amélioration continue, dans l'amélioration des façons de faire. C'est intéressant parce que c'est vrai que le réflexe qu'on a, c'est plus de mettre l'accent sur les équipes de développement, mais c'est sûr qu'en développement logiciel, on est habitué de l'agilité, on se fait... on en parle beaucoup, des rétrospectives, on a beaucoup de mécanismes en place déjà dans nos processus, mais je trouve ça intéressant de dire qu'il faut l'élargir à tous ceux qui gravitent autour, qui viennent impacter le travail des développeurs. Tout à fait. Puis, exemple, des services, des incidents ou des problématiques, des bugs qui reviennent, qui sont soulevés par des gens de service à la clientèle ou des gens d'opération, vient perturber notre livraison de valeur. C'est vrai. Si 80% du temps qui est d'une équipe est dédié à ce genre d'impact-là, on ne peut plus livrer de la valeur pour l'entreprise. Puis là, l'entreprise, tranquillement, s'en va en mode survie. Où, justement, c'est de plus en plus difficile de satisfaire les nouveaux besoins des clients, des customers. Donc, cet aspect-là de service à la clientèle, opération, est super important pour cette culture d'excellence-là puis d'amélioration. Parce qu'on parle de la boucle de rétroaction, la feedback loop, est primordiale à avoir puis d'avoir cet impact-là. De se soucier de l'impact qu'est-ce qu'on fait au quotidien, que ce soit la qualité ou les fonctionnalités qu'on livre, ont un impact au final sur la performance de l'équipe à cause de ces éléments-là du service à la clientèle ou des opérations qui peuvent surgir. Ouais, puis eux autres sont souvent les mieux placés parce qu'ils interagissent quotidiennement avec les clients. Ils sont pas mal... Souvent, c'est une mine d'informations qui n'est pas assez exploitée, peut-être. Ah oui, il y a certains ateliers, exemple, un story map, c'est du story mapping. À l'époque, dans un des mandats que j'ai fait, j'avais pris 2 personnes du service à la clientèle. Je les ai fait venir dans l'atelier pour qu'ils nous expliquent c'est quoi leur processus de travail. Comment eux sont impactés au quotidien par les demandes qu'ils reçoivent. Et ils nous contaient, je ne pourrais pas nommer l'entreprise, mais ils nous contaient que pour des mises à jour d'un certain logiciel, ils envoyaient les mises à jour par clé USB par la poste. Ah ouais. On s'entend qu'on est... Eux autres, pour faire tout ça, c'est très error-prone. Mais c'est très long et très fastidieux. Si on est capable d'automatiser ça, on vient de leur libérer beaucoup de temps pour qu'ils puissent justement se soucier d'autres clients, donc avoir une meilleure expérience clientèle au final. Mais là, d'un point de vue technologique, le problème est facile à résoudre. On peut juste automatiser nos systèmes de mise à jour, on peut juste il y a comme plein de solutions potentielles. Trouver la solution à moindre coût qui répond aux besoins est important, mais comme d'avoir le feedback des gens qui le vivent
était super important pour aller chercher la meilleure solution technologique. Okay. Donc, c'est cette notion-là de culture qu'on voit que si on prend justement la notion de rétroaction, feedback des gens qui vivent les problèmes, qu'on l'amène au niveau des équipes, ça peut avoir justement des gains sur notre culture d'excellence technologique parce que nos solutions vont être adaptées puis vont résoudre des vrais problèmes et non pas juste être centrées sur la technologie. Wow. Ouais, c'est vraiment... c'est ça, tout fait du sens. Là, tout est lié. Oui, tout est relié, interrelié. Puis là, on parle de culture d'excellence. Puis j'ai le goût de te demander pourquoi c'est, en 2025, pourquoi c'est aussi important? Est-ce que c'est plus important qu'avant? Mais c'est quoi ton opinion là-dessus? C'est une super bonne question. La notion d'importance de se soucier de la culture d'excellence technologique en ce moment, je dirais qu'elle est vue par deux choses. Le premier, on a une pression, une compétitivité dans le marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent, je veux dire, se réinventer ou innover. On a une perte de productivité. Là, c'est un message qui est véhiculé souvent par maintenant notre premier ministre, qui parle que justement c'est l'enjeu actuel majeur au Canada, cette perte de productivité-là, et que nos coûts de développement, nos coûts des projets de développement logiciel est en explosion. Si je prends le fameux triangle, on livre pas le scope attendu dans les temps attendus avec le coût attendu. Donc, ça vient avec des enjeux que tous les projets informatiques commencent à avoir une... On a eu des bons exemples récemment au gouvernement. On va taire ces exemples-là. On n'ira pas là. On n'ira pas là, mais ce souci-là de culture d'excellence technologique fait en sorte que ça ramène les concepts vers la base, en fait, de pourquoi le développement... La base du développement logiciel, en fait, qui était... À l'époque, des gens passionnés, des gens qui se souciaient le craftsman relié sur le développement de technologie, le développement de produits applicatifs, logiciels, pour répondre à des problématiques d'affaires. Donc, cette notion de craftsman-là reprend de l'ampleur en 2025. Puis en plus, il y a cette notion-là maintenant, qui a cette compétitivité-là. Si on a le temps, on en discutera de la notion d'AI, mais comme il y a cette compétitivité-là, même au niveau de l'individu, le développeur, par rapport à l'AI. Parce que si la croissance dans ce domaine-là continue au rythme qu'elle est en ce moment, qui dit qu'une personne d'affaires, un product owner, ne pourrait pas remplacer justement quelques développeurs à un certain moment donné? C'est là que le craftsman vient prendre tout son sens pour aider à pas juste protéger l'emploi, mais je veux dire à ramener la valeur associée aux ingénieurs logiciels, aux développeurs logiciels, aux gens qui sont responsables du développement applicatif en ce moment. Donc, cette notion-là de craftsman vient comme prendre la base centrale, puis dessus, on va tout asseoir les principes d'agilité, de DevOps, de Lean, qui nous amènent à travailler sur nos processus, nos manières de faire. Mais à la base, d'un point de vue technologique, le craftsmanship, d'être vraiment des bons artisans du développement logiciel, d'aller chercher dans ses pratiques, vient comme au centre de cette case-là. Si j'ai pas cette notion-là de craftsmanship, le reste comme devient de plus en plus mou, en fait. Et là, même par rapport à l'AI, l'IA générative, comme Copilot ou autre, qui nous aide avec le développement logiciel, j'ai des problèmes que j'ai pas nécessairement les compétences pour critiquer en tant que développeur, la solution que lui va me proposer. Quand par exemple, je suis en train de taper et je demande à Copilot de l'aide, il va me proposer une solution. Ça se pourrait que la solution ne fonctionne pas. Mais si j'ai pas travaillé mon craftsmanship, si j'ai pas travaillé mon jugement critique, je pourrais pas critiquer la solution proposée. Et ça se peut que ça ait un impact, pas sur l'IA, mais sur la personne qui était responsable de l'intégrer dans le code en production. Il faut qu'il y ait un sens de ownership là, sur le code généré, mais pour avoir ce ownership-là, il faut que tu comprennes, il faut que tu sois capable de critiquer. Exact. Et que ça va être super important dans les prochaines années. Puis c'est là que la culture d'excellence technologique prend tout son sens, c'est qu'on vient justement mettre de l'emphase sur l'optimisation des processus, sur l'amélioration des pratiques, challenger le statu quo des façons de faire qu'on a à l'intérieur de nos équipes, à l'intérieur de nos organisations, tout en favorisant la notion de craftsmanship, de devenir de meilleurs artisans. Je veux dire, la notion d'artisan, je trouve ça intéressant ce terme-là, puis je voulais te lancer un peu là-dessus, parce que souvent, artisan, on pense plus à... Des métiers d'art, de l'art. Je trouve ça vraiment intéressant, ton parallèle que tu fais avec la programmation. Oui. Parce qu'à quelque part, il y a beaucoup
créativité qui rentre en jeu ou comment tu définirais ça? C'est un bon point. La notion d'artisan, il y a énormément de créativité. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine de développement logiciel, du génie logiciel, avec cette quête, justement, de créativité. On veut créer des choses. Ouais. On tape dans un IDE, des lignes de code, ça nous sort un programme, c'est visuel, c'est semi-concret, on va dire. Là. C'est du numérique. Mm-hmm. Mais il y a cette notion-là de créer des solutions qui est à la base de la raison d'être de pourquoi beaucoup de gens sont venus dans cette industrie-là. Et cette notion-là d'artisan amène aussi une courbe d'évolution de sa compétence à travers le temps. Dans le sens que tu n'es pas expert dès le début. Il y a vraiment un cycle d'apprentissage qui vient avec l'expérience. C'est le fameux adage là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Ben, cette notion-là d'être artisan, d'être vraiment un craftsman, c'est que justement, tu as des niveaux de progression à atteindre en tant qu'individu dans cette notion-là de développement logiciel, d'apprendre au fur et à mesure à travers des différents contextes, à travers des différentes applications, API, logiciel, front-end, back-end, whatever, qu'est-ce que les gens développent. Il y a cette progression-là dans le niveau d'expertise qui prend. Donc, quand on commence à justement réfléchir en termes de craftsmanship, d'artisan, ben, ça fait en sorte que, justement, je ne suis pas expert day one. J'ai une progression. Il faut que je sois conscient de cet aspect-là de je vais grandir à l'intérieur de mon apprentissage. Je vais grandir avec ma pratique professionnelle. C'est un des enjeux quand on revient sur le sujet de la culture. C'est ça. Grandir à travers ma carrière professionnelle. En tant qu'individu, comment je peux peaufiner mon art ou mes skills. Mon métier. Mais exact. Si on avait un parallèle à faire, si je me fais opérer demain matin, je préfère prendre le chirurgien qui est au sujet et qui est au courant des dernières avancées scientifiques en médecine. Je vais prendre l'avocat qui est au courant des dernières révisions du Code de la loi. Pourquoi je n'exige pas de mon équipe de développement les mêmes principes que j'exige aux autres professionnels? Bon point. Donc, cette notion-là d'apprentissage, de croître avec l'évolution du métier est super importante. Ouais. Puis, tu sais, il faut faire attention aussi avec l'IA. Ben là, on va en parler un peu là, mais parce que dans le fond, l'IA, ça a été entraîné avec tout le code historique là, depuis des années, mais tu sais, ça a tellement évolué les dernières années. Puis je me dis, c'est les programmeurs, c'est les gens qui avaient les mains dedans, qui ont bâti des nouvelles façons de travailler, tout ça, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être perdre une certaine innovation, créativité. Si on laisse l'IA générer le code pour nous, il n'y aura plus vraiment d'innovation, on va dire, dans les bonnes pratiques. Je comprends ce que tu amènes comme sujet de, justement, cette créativité-là. Elle vient normalement, on va prendre, mettons, les design patterns. Ouais. C'est amené par des humains en arrière. Ouais, c'est ça. Ils ont eu une réflexion, ils ont eu des problèmes, ils se sont posés comme plusieurs hypothèses, puis ils ont trouvé une solution. Par exemple, que le Pattern Factory est une solution pour nous aider à créer des objets complexes. Fine. Mais c'est un humain qui a eu ce thought process-là. On va-tu perdre un peu? Ben, c'est ma crainte aussi. C'est ma crainte, puis c'est là que le renchérir sur la notion de craftsmanship vient probablement, je veux dire, à un certain égard, limiter cette perte de créativité-là ou cette perte d'innovation-là dans le domaine. En tout cas, j'espère. J'ose espérer que je me trompe pas d'ici les 5 prochaines années. Mais on sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. L'IA générative, d'un point de vue de génération d'art, est super a eu des progressions exponentielles dans les dernières années, avec du réalisme que jamais on pensait capable en 2010, quand les premières versions sont sorties. On n'est plus rendu à... C'est maintenant difficile de déceler entre IA et photo réelle ou du photoréalisme. Donc, est-ce qu'on va arriver avec cette même, je veux dire, problématique-là dans la génération du code? Peut-être. De déceler un code produit par un humain versus un code produit par une machine va être de plus en plus difficile. Par contre, cette créativité-là, de devenir créatif dans l'application de solutions, ben, c'est en investissant dans son jugement critique, dans ses réflexions, dans sa connaissance des principes qu'il va toujours rester un centre de créativité dans le centre du développement logiciel, en fait. Ah, super intéressant. Puis, je reviens un peu à ton modèle du début. Tu parlais de l'individu, de l'équipe, de l'organisation.
au niveau de l'individu, si je comprends bien, ça va être critique en 2025 plus que jamais que chaque individu prenne en charge aussi sa propre évolution de carrière. Puis je pense que c'est la responsabilité aussi de l'entreprise de mettre en place un cadre qui permet cette évolution-là. Mais mettons qu'on s'adresse aux développeurs juniors ou qui commencent. Là, qu'est-ce que tu leur dirais pour ceux qui rentrent en ce moment en 2025, qui sont en train de finir leurs études? Ouais. Quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils aient une belle carrière là, devant eux? Je ne dirais pas bonne chance. Par contre, il y a le juniorat, les juniors, mettons, les gens qui graduent, qui sont des nouveaux arrivants dans l'industrie, ont quand même une chance, mais ça va prendre la persévérance de, je vais dire, jouer sur cette notion d'arrogance-là de la nouveauté. Mm-hmm. Les nouvelles façons de faire sont plus proches dans les cercles d'apprentissage. Par exemple, je viens de graduer de l'université, je viens de faire un passage dans une technique. Les pratiques sont beaucoup plus axées sur la modernité ou sur les choses qui sont, je veux dire, bleeding edge, versus qu'est-ce qu'on pourrait retrouver en industrie. Cependant, il y a tout le contexte professionnel que les jeunes, que les nouveaux arrivants, comme les personnes qui viennent de se joindre dans l'industrie, doivent rester en mode éponge, en mode curieux par rapport à toute l'expérience, l'expertise qu'il y a dans l'industrie, qu'il y a sur le marché du travail. Fait que c'est cette notion-là de... Je veux dire, il y a 3 modèles là, qui m'intéressent que je pourrais un peu plus creuser sur la notion d'acquisition de compétences. Le premier, qui est un biais qu'on a tous, c'est de penser qu'on est plus compétent qu'on l'est. Mm-hmm. Cette notion-là vient de l'effet de Dunning-Kruger, qui a comme une courbe un peu spéciale. Cette courbe-là, où justement, quand on débute dans notre niveau d'expertise, on a souvent tendance à surestimer notre niveau de compétence. Donc, quelqu'un qui sort de l'université, qui sort des bancs d'école, va peut-être penser qu'il est plus compétent qu'il ne l'est. Puis je divulgateur, j'ai été dans ce mode-là à 100%. Là. Ça m'a pris énormément de challenge et de mise en contexte dans différents milieux pour justement challenger ma perception que finalement, je ne savais pas grand-chose. À la minute que j'ai eu ce déclic-là, que j'avais beaucoup trop de choses à apprendre et que là, j'avais une peur, ben là, je vais commencer à devenir beaucoup plus réceptif aux apprentissages des autres, beaucoup plus réceptif à creuser certains concepts que je ne maîtrisais pas, en fait, je pensais maîtriser, mais que je ne maîtrisais pas. Que ce soit en architecture logicielle, que ce soit les patrons de conception, même des choses de base comme l'administration Linux, des serveurs Linux, je me suis amusé dans les regex. Il y a tellement d'affaires. Un des conseils que je peux donner aux jeunes, si vous le voulez, impliquez-vous dans votre milieu scolaire, c'est super intéressant parce que tu vois plein de contextes différents, puis tu revois des concepts que tu as appris pendant ton passage académique, mais tu as le temps de mieux les assimiler. En fait, tu as de l'expérience terrain pour essayer de comprendre le principe que tu as vu, mais que tu n'as peut-être pas nécessairement capté à 100%. Mm-hmm. Moi, il y a plusieurs déclics que j'ai eu dans ma carrière à cause que j'ai essayé de l'enseigner. Tu peux l'enseigner à une personne, à un de tes collègues proches, ou tu peux faire comme moi puis aller te mettre devant la gueule du loup à 145 personnes pour essayer d'enseigner des réseaux. Il faut que tu comprennes les concepts devant 140 personnes. Donc, pour quelqu'un qui commence, c'est justement cette notion-là de devenir une éponge de curiosité, de compétences qui va aider et de ne pas penser qu'on sait tout. Mais c'est normal qu'on va avoir cette notion-là à travers comme le manque d'expertise qu'on a. Puis même encore moi aujourd'hui, il y a des fois, je me prends un temps d'arrêt et je suis comme, est-ce que j'ai un syndrome de Dunning-Kruger en ce moment? Est-ce que je suis en train de justement surestimer les capacités que je vais avoir? Mm-hmm. D'avoir cette réflexion-là est une bonne chose. L'autre problématique après ça, c'est quand tu passes la boucle que tu sais que tu sais plus. Maintenant, tu as un syndrome d'imposteur. Donc là, ça devient un autre syndrome que tu dois combattre au quotidien avec. Donc, de penser que finalement, tu n'es pas assez compétent pour le niveau d'expertise que tu as. Donc, ça, c'est l'un des premiers aspects. Puis l'autre chose que j'amènerais, au niveau des arts martiaux aussi. Un autre modèle qui peut être intéressant pour des gens qui sortent justement des bancs d'école, c'est la notion de shuari.
Shuari, qui a été publicisé par Alistair Cockburn, qui était à l'Agile Tour 2024 à Québec et à Montréal, il me semble, pour Earth of Agile. Il y a un concept qui a amené il y a plusieurs années, dans les années, il me semble, 90, où c'était inspiré des arts martiaux, où il divisait justement la pratique, l'acquisition de skills, de compétences, en termes de d'un mot, en fait, Shu-Ari, où le Shu représente justement le passage où en arts martiaux, tu fais que répéter les mouvements de ton maître. Okay. Donc, le Shu, c'est vraiment une répétition des recettes que tu suis le maître avec lequel tu es affilié. Et c'est comme ça que tu vas apprendre justement une mécanique, vraiment une recette que tu vas pouvoir réappliquer. Donc, c'est important justement quand on commence dans le milieu, cette notion-là de pratiquer, que ce soit par des kata, que ce soit par des projets d'open source, que ce soit par des projets personnels, de pratiquer vraiment des concepts différents, puis d'essayer toujours de voir, de réfléchir quand on fait l'application de cette recette-là. Pour tomber dans le prochain mode, qui est le A, qui est comme le A, qui est l'intégration de d'autres, de d'autres méthodologies. Exemple, on va prendre un exemple très technique, je fais du PHP depuis 5 ans. Ben, je vais peut-être développer énormément de recettes de mécanismes au niveau de PHP, je vais peut-être le comprendre. Mais là, dans la phase du A, je vais me changer, par exemple, en Java, en C# ou même en Rust, d'autres langages de programmation. Là, ça va justement devoir m'obliger d'intégrer des pratiques différentes dans ma captation de compétences. Puis ça va me forcer à justement comprendre les concepts derrière chacun des langages. Pourquoi lui est différent que l'autre? C'est quoi les particularités? Pourquoi en PHP, je peux faire telle modification alors que C# ne me le permet pas, par exemple? Donc, ces choses-là, cette notion-là d'intégrer des concepts, d'intégrer des principes différents vient justement forger tes compétences pour aller vraiment dans le riz où tu vas devenir, je veux dire, un expert, mais un expert où tu changes complètement la pratique, en fait. Tu jongles avec les principes pour forger ta propre méthodologie. Ça, c'est très complexe et très peu de gens peuvent se rendre là de justement créer sa propre école. En arts martiaux, mais aussi dans le développement logiciel, c'est très rare. On va peut-être penser à des gens qui ont réécrit des nouveaux frameworks ou des nouveaux langages, que là, ça, eux autres, ils ont changé les paradigmes de programmation et la philosophie. Donc ça, c'est vraiment quand tu arrives à un certain niveau d'expertise très soutenu. Fait que ces deux modèles-là, Dreyfus puis Shuari, je le recommanderais de le capter au niveau des gens qui viennent de rentrer dans le milieu du développement logiciel pour justement en être conscient. Puis ça revient encore sur la culture d'excellence technologique. On est toujours en amélioration continue, en amélioration de nos façons de faire. Ouais. Donc, on vient toujours aller chercher des nouvelles compétences avec ça. Super intéressant. Puis, dans le fond, avec les trois, le Shuari que tu as mentionné, il y a on peut comme le transposer à certains niveaux, peut-être de développeurs. Tu sais, on pourrait aller jusque-là. Fait que, de ce que je comprends, il y a quand même une notion de pratique, de temps. Tu sais, on peut pas... Je pense pas que tu peux penser devenir excellent en programmation après 1 an ou 2. Tu sais, il y a une notion de pratique, de temps, de durée que il ne faut pas oublier non plus. Là. Ah, mais j'étais tellement arrogant à ma sortie des bancs d'école. Ah ouais? Ah oui, non, je pensais qu'en 2 ans, j'allais être au top de la pratique. Non, mais en effet, il y a une notion de temps qui n'est pas équivalente à la longévité. Tu sais, je vais faire attention parce que souvent, dans l'industrie, on va rechercher, par exemple, on voit des offres d'emploi où ils recherchent des développeurs, des ingénieurs logiciels avec 5, 10, 15 ans d'expérience. Ouais. Le niveau d'expérience ou de longévité n'égale pas nécessairement le niveau d'expertise de la personne. Mm-hmm. Il y a une différence entre les deux, entre l'ancienneté et vraiment le niveau de compétence. Puis on va parler d'un autre... Il y a comme plusieurs... Moi, je le vois en 5 niveaux. Là, dans le niveau d'expertise, c'est vraiment le débutant avancé. Comme là, maintenant, la personne qui est compétente, c'est-à-dire qui est plus autonome. Tu sais, dans les 2 premiers, on va être plus dans l'application des recettes, on va être plus dans l'encadrement, dans le mentorat, dans aider la personne qui se joint, le développeur qui se joint dans notre équipe pour accomplir les tâches. Compétent, on a un niveau d'autonomie qui est un peu plus soutenu.
quand on s'en va dans, je veux dire, le proficient en anglais, mais pas au niveau de l'expert, mais vraiment la personne qui est habile, qui a une habileté à faire à concevoir, à développer les fonctionnalités, les stories qui sont demandées. Ben là, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de mentorer, quelqu'un qui est capable d'amener les pratiques, de vraiment tirer vers le haut son équipe. Puis ensuite, on a le niveau expert où que là, c'est vraiment, je veux dire, quelques personnes, quelques individus dans certaines pratiques. Fait que ces 5 niveaux-là de compétences, on peut le voir sur plusieurs affaires. Personnellement, j'ai peut-être certains niveaux, justement, comme le front-end, je suis peut-être un niveau 3. Okay. Je ne suis pas un expert. Je l'avoue directement, je ne suis pas un expert de ça. J'ai tout à apprendre encore. Selon moi, je suis capable de me débrouiller, mais quand je vois quelqu'un de niveau 4 ou d'un niveau qui est habile avec certains frameworks, je suis comme vraiment, j'ai les yeux illuminés, puis je suis comme, je veux apprendre de toi. Après tout ce temps-là, j'ai quand même encore cette notion-là d'apprentissage qui revient dans mon cycle parce que justement, je sais qu'il me reste des choses à apprendre dans certains concepts, mais il y en a d'autres que je vais être plus expert. Fait qu'il faut aussi connaître ces limitations-là pour être en mesure de mieux se développer, de mieux, justement, savoir qu'est-ce que tu dois améliorer dans ta pratique, dans ton Craftman. Ma pratique de test, exemple, j'en ai fait plusieurs. J'ai accompagné plusieurs équipes, plusieurs organisations dans l'élaboration d'une stratégie de qualité, de tests de performance, de tests de charge, de plein de choses. Fait que je viens avec un niveau que je suis assez confiant de mes compétences. Par contre, il y en a d'autres. Il y a des nouveaux types de tests, par exemple, qui sortent, que là, je fais comme, OK, ça, c'est de la nouveauté. Il faut que je repasse dans ces phases-là de débutant avancé pour assimiler la compétence, assimiler cette nouvelle notion-là. C'est très difficile, très challengeant de se... C'est un domaine qui évolue tellement vite, c'est quand même... Ça se compare pas avec des métiers traditionnels, là, où... Non, exact. Je veux dire, dans la construction, par exemple, où ça évolue beaucoup moins rapidement, tandis qu'en développement logiciel, là, c'est à tous les 3 mois qu'il y a des nouveaux se maintenir à jour, c'est très difficile. Puis c'est là aussi que, à un certain moment, à un certain point, un des conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas se soucier des technologies qui évoluent parce qu'on va toujours être dépassé. Par contre, c'est important de connaître sa façon d'apprendre. Parce que tu peux toujours réapprendre quelque chose, peu importe ton âge, peu importe ton niveau, mais il faut que tu sois capable de savoir comment tu vas apprendre toi. Est-ce que c'est en lisant des blog posts, en lisant des articles, en lisant la documentation donnée par le fournisseur, le framework ou quoi que ce soit, ou c'est en l'expérimentant? En écoutant des podcasts. En écoutant des podcasts aussi. Mais tout ça, en fait, c'est de savoir comment toi tu apprends, comment tu assimiles la nouvelle information pour être en mesure de l'utiliser par après. Donc, c'est super important de se connaître soi-même pour être en mesure de s'améliorer. C'est bon, ça. Fait que c'est un bon conseil que je vous recommande fortement d'appliquer. Puis ça et le jugement critique. Exemple de ça, j'ai eu des discussions assez longues avec plusieurs développeurs sur justement des concepts d'architecture logicielle. Exemple du CQRS. Les concepts derrière le CQRS sont super intéressants. Ils sont dans un but de découpler vraiment la notion de vue, de structure de données de vue versus qu'est-ce qui est de commande. Par contre, certains... Là, je l'explique vraiment très, très, très brièvement. Quand on tombe, par contre, dans certains blog posts ou certaines explications qui sont données sur le marché, on va être plus dans un mode recette qui s'adresse plus à un public advanced beginner, donc qui commence avec cette pratique-là, donc qui est plus tenu par la main, puis donne le contexte. Il n'explique pas nécessairement les concepts, les principes derrière cette pratique-là, ce qui fait en sorte que, quand tu viens pour l'appliquer, il se pourrait que tu aies des problèmes, parce que ton problème... Le problème que tu essaies de résoudre ou l'application, le style, le design que tu as fait dans ton API ne colle pas directement dans ta recette. Fait que ça, cette notion-là d'appliquer un jugement critique sur la recette qui t'est donnée, la solution qui t'est donnée, à l'époque, je disais toujours, méfiez-vous de Stack Overflow. C'est un super bon outil pour te guider, mais c'est pas une solution telle quelle que tu peux copier and paste dans ton code puis tu vas avoir la solution. Faut que tu l'adaptes, faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il essaie de faire en arrière. C'est du jugement critique. C'est de critiquer vraiment cette solution-là qui est apportée. Fait que cette notion-là de jugement critique et de, je vais dire,
challenger un peu les choses, les concepts qui vous sont donnés pour comprendre en arrière le principe. En fait, la définition même du craftsman, c'est pas juste de répéter un mouvement. C'est de comprendre pourquoi je fais le mouvement. C'est ça. Donc, comprendre les concepts, comprendre les principes vont t'aider dans ta carrière future à justement ne pas être déstabilisé le jour que ta recette, dans ton coffre à outils que tu as pris, elle ne fonctionne plus. Exemple, j'ai un client, une startup. Ils ont fait une application avec Firebase, Google Firebase. C'est ça? Oui, exact. Ouais. Ils étaient dans un contexte hyper riche avec plein de logiques d'affaires, plein de règles d'affaires, plein de règles de visibilité complexes. Firebase n'est pas destiné à ça. C'est un framework de Google pour faire des applications web vraiment crudes, vraiment rapidement. Quand tu arrives avec du domaine complexe, ben là, tu te rajoutes un degré de complexité encore plus grand dans cette application-là, ce qui fait en sorte que ton application devient de moins en moins maintenable quand tu essaies de rajouter des fonctionnalités, puis tout est entrecroisé. Ben, cette équipe-là, dans la startup que j'accompagnais, ils ont utilisé une recette, ils ont utilisé quelque chose qu'ils connaissaient à un problème dans lequel le problème n'était pas le bon destinataire pour la recette, c'était pas la bonne solution. Mais ils se sont empêtrés dans cette lignée-là, puis ça a fait en sorte qu'ils ont eu plusieurs années à essayer de refactorer, à essayer de changer le code de la solution, de l'application mobile, par exemple, pour l'amener dans un modèle où Firebase était complètement sorti de la loupe à la fin. Mais ça leur a pris comme 3 ans pour faire ça. Ah ouais. Par chance, ils ont survécu. Et en tant que startup, cette erreur-là aurait pu être vraiment fatale. Ils ont réussi à s'en sortir, ils ont réussi à faire en sorte que l'application marche, puis d'avoir plein... C'était pas l'application la plus belle dans le sens du code base en arrière, mais elle répondait à un besoin d'affaires et elle était fonctionnelle. Donc, au moins, ces aspects-là étaient couverts. Donc, il y avait une survie de la survie de la startup. Mais ça fait en sorte aussi que l'équipe de dev était démobilisée pendant plusieurs années. Ouais. Parce que là, ils étaient juste en train de travailler sur de la dette technique. Ils étaient juste en train d'essayer de se sortir de ce carcan-là, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient justement dans un cul-de-sac avec le choix techno qu'ils ont fait. Puis ça, c'était malheureusement causé par une mauvaise décision, alors que c'était pas mal intentionné. Mais c'était qu'il y avait justement une limitation au nombre de recettes puis de jugements. Est-ce que je suis en train d'utiliser le bon outil pour le bon problème, en fait? Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler sur cette notion-là de jugement critique, d'être capable de prendre les compétences qu'on a sur certains problèmes. Puis de voir, OK, là, c'est lequel des outils que j'utilise? Ouais. Est-ce que je m'en vais en fonctionnel? Est-ce que je m'en vais en orienté objet avec un microservice? C'est toute cette réflexion-là qu'on doit avoir en tant que craftsman, en tant qu'artisan, pour ne pas, justement, faire du mal aux gens d'affaires, à notre employeur, en fait. On a la responsabilité de prendre le bon outil pour le bon problème. Absolument. Puis tu parles d'outils, là, mais puis j'aimerais ça qu'on close là-dessus la partie individuelle, disons. Là. Pour finir, là, tu parles d'outils. À tes yeux, là, quels outils devraient faire partie du coffre à outils de tous les développeurs? Ou as-tu des exemples en vrac, là, une liste, quelque chose là, à savoir? Là? OK, en vrac, en point de forme, pas d'explication. Là. Patron de conception, principe solide. Je vais mettre outils plus techno. Tout ce qui est notion de pipeline, okay, que vous utilisez GitLab, Azure DevOps, GitHub Action, peu importe, mais d'avoir une connaissance en pipeline est super important. Au niveau des frameworks, connaissez-en une couple. Ouais, il y en a tellement. Il y en a tellement que, genre, ayez des frameworks qui se ressemblent. Vous n'êtes pas obligé d'être expert de chacun des frameworks que vous allez utiliser dans votre vie. Langage, même principe. Une fois que vous avez appris 4-5 langages, ça devient facile réapprendre d'autres langages. Il y a comme une suite où les concepts, les principes se rejoignent, puis ça devient vraiment plus simple à apprendre un nouveau langage. Exemple, il y a quelques années, en fait non, il y a 2 ans, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de Visual Basic, de VB. Là. VB, ouais. Je me suis retrouvé dans un problème relié à ça. J'avais tellement vu de langage dans les années passées, en passant chez Progis, justement, avec PHP, avec C# que vous utilisez à l'interne. Tout ça, ben, ça m'a justement
permis d'avoir des liens avec ce que vous utilisiez, puis faire comme, OK, c'est comme ça qu'ils l'ont conçu. Même si la syntaxe était nouvelle pour moi, je voyais quand même les concepts associés à ces langages-là. C'était short, mais voici les non, c'est bon. Puis oui, test automatisé. J'allais dire, c'est ça que j'allais dire. J'ai dit, c'est pas normal qu'il n'y en a pas parlé. Test automatisé, puis pas juste test unitaire, vraiment des tests plus complexes. Je vais y aller avec, par exemple, la syntaxe Gherkin, des tests avec des browser testing aussi, que ce soit Selenium ou d'autres frameworks de front-end. C'est super intéressant, important de les connaître et de les avoir en tête quand vous développez. En fait, c'est ce coffre à outils-là d'outils que vous allez... C'est de véritables outils de développeurs est super intéressant de toujours les avoir puis toujours les pratiquer. Dans le sens que ça se peut que d'un fois, il y a des problèmes que ça fait... Tu as une équipe, par exemple, qui vont faire 2-3 ans de C#, mais que ça se pourrait à un moment donné qu'il aille faire du code Python, PHP ou peu importe l'autre langage que vous allez avoir, mais de justement continuer de leur laisser avec une certaine boucle d'apprentissage pour qu'ils ne perdent pas les nouvelles tendances, que ce soit en faisant des présentations de midi techno sur des nouveaux langages, des nouveaux frameworks ou des choses comme ça, qui aident dans l'organisation à ce que les gens puissent se maintenir à jour, même s'ils ne font pas ça au quotidien. Mais vraiment, là, d'avoir un coffre à outils de ces aspects-là. Test automatisé, test automatisé, test automatisé. Ouais. C'est vraiment la clé du succès. Quand on va tomber dans les prochains sujets, là, au niveau des équipes et de l'organisation, là, test automatisé. Exact, c'est bon. C'est bon. Puis justement, allons-y. La deuxième sphère de la culture d'excellence, c'était l'équipe. Donc, premièrement, comment tu définirais une équipe qui est excellente? Pour Antoine Lefrançois, c'est quoi ça? C'est très bonne question. Comment on définit ça? Ouais, attends, je vais prendre une gorgée d'eau. Non, mais ton équipe performante est excellente. C'est une équipe où tous les acteurs de l'équipe, incluant Scrum Master, incluant Product Owner, incluant analyste fonctionnelle, tous les membres, comme personne d'assurance qualité, tous les membres de l'équipe visent cette même quête d'amélioration continue. Pas juste les développeurs. Pas juste les gens responsables du développement logiciel. Okay. On va aller vraiment que il y a un alignement qui est fait au niveau du modèle mental vers OK, nous, on veut aller vers cette culture d'excellence-là. Première étape. Deuxième étape, là, c'est de savoir c'est où ton baseline, où tu te situes. Parce que si je compare certaines équipes, on est loin de certaines pratiques qui sont appliquées chez Google, Facebook, Microsoft, Workleap ou des entreprises qui sont plus justement techno, qui ont déjà adopté certaines pratiques super performantes au niveau de l'industrie. Ouais. Mais si ton entreprise ou ton équipe travaille dans un produit qui n'a pas de test automatisé, ça serait irréaliste de dire que il faut absolument que tu ailles 100% de test coverage au niveau des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests UI, par exemple, des choses comme ça. Ça serait irréaliste d'amener l'équipe là. Par contre, si tu as cette culture-là, là, tu peux amener l'équipe à prendre cette pratique-là, y aller baby step by baby step, d'amener ça tranquillement vers la vision, vers l'objectif d'amélioration que vous allez être mise en place au niveau de l'équipe. Fait qu'on peut atteindre certains niveaux d'excellence selon le contexte dans lequel on est. Exact, parce que c'est une culture d'excellence. Ça ne veut pas dire nécessairement que notre travail au quotidien va être d'appliquer les meilleures recettes. On n'est pas dans le mode Ricardo qu'on va aller chercher le meilleur standard de tous nos produits. On va plus viser justement à s'améliorer et y aller avec une approche itérative dans l'amélioration parce qu'on a tous un contexte de départ qui est très différent. Fait que dans une même organisation, je ne peux pas dire qu'une équipe, par exemple, que toutes les équipes sont comparables. J'ai des équipes avec justement des pratiques différentes. C'est normal, c'est correct. Parce qu'ils ont un bagage, ils traînent des bagages différents, des poids différents dans leur quotidien avec le patrimoine qu'ils traînent dans leur développement logiciel. Fait qu'une équipe qui part d'un nouveau from scratch, d'un nouveau logiciel, d'une nouvelle application versus quelqu'un qui a une application qui a 15 ans, je ne m'attends pas à la même notion de performance, mais je m'attends à la même notion de culture d'excellence. C'est-à-dire de focus sur l'amélioration continue, focus sur aller chercher des nouvelles pratiques, puis d'améliorer l'état actuel, que ce soit sur
people, process and tools au niveau de cette équipe-là. OK. Puis est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent de mesurer, on va dire, le niveau d'excellence des équipes? C'est une bonne question, attends. Des métriques? Ou des... Ben, je vais aller sur des métriques, OK? Là, ça fait plusieurs modèles que je te mentionne, Olivier. Je vais probablement t'envoyer une liste de liens que si vous voulez mettre je suis preneur. en description. Là. Mais tout ce qui est... il y a eu des études statistiques au niveau du génie logiciel qui se sont retrouvées par le groupe de recherche Dora et qui a été retrouvé dans un livre qui s'appelle Accelerate. Accelerate nous donne 4 métriques à regarder que je veux dire qui peuvent nous aider à déterminer la performance d'une équipe. Dans un but, normalement, de comparer entre les équipes qui ont certaines pratiques, je veux dire, plus performantes versus des équipes qui ont une performance un peu plus moindre appliquée. Ces métriques-là, que je peux nommer sur le bout de mes doigts, là, c'est le temps de cycle, le temps de cycle, la fréquence de déploiement, le taux de changement en échec et le taux moyen de résolution. Le dire en français m'a causé plus de perturbations. Mais ces 4 métriques-là peuvent t'aider à te situer. Mais ensuite, je peux pas dire qu'une équipe par exemple, qui déploie à chaque 3 mois, demain matin, je l'ai fait déployer à chaque jour. Non, c'est ça. C'est irréaliste d'un point de vue ça serait irréaliste pour tous les joueurs de l'équipe, que ce soit le PO, le Scrum Master, les développeurs. Ils m'aimeront pas si je donne cette notion-là de « Hey, il faut que vous visiez cette excellence-là ». Mais la culture d'excellence, c'est parfait. Maintenant, comment on amène dans cette optique-là, cette vision-là de se déployer, par exemple, notre logiciel à chaque jour? Mais c'est toute l'aventure qui est intéressante à traverser. Fait que cette culture d'excellence technologique-là m'amène à regarder les aspects de les gens, les processus de travail et les outils qu'on utilise pour ramener à améliorer cette métrique de déploiement de fréquence de déploiement, par exemple. Puis là, c'est là que ça va être vraiment une approche itérative. Puis je vais faire des gains marginaux. Donc, on va aller avec Atomic Habits, où on va justement commencer à s'améliorer. Puis là, on va avoir une tendance exponentielle à l'amélioration. Parce que dès que j'investis, par exemple, avec des tests automatisés, ben là, j'ai plus besoin de tests manuels qui est fait à chaque release. Ça veut dire que mon temps d'assurance qualité ou de contrôle de la qualité réduit dans mon cycle de travail. Je peux peut-être déployer plus souvent. Je peux peut-être aussi avoir une meilleure confiance dans mes changements. Donc, tout ça, en amenant des pratiques de travail différentes, en travaillant sur le Craftman, sur les gens, sur les pratiques de travail des gens, bien là, on amène tranquillement cette notion-là de performance d'équipe, mais toujours avec une fondation de la culture d'excellence. Si l'équipe est dans ce mindset-là, dans cette perspective-là de s'améliorer, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher des niveaux de performance. Il faut que la culture initiale soit là. OK. Est-ce que c'est clair? Ben, pas pire clair, oui, absolument. Puis, tu sais, ça part aussi... On parlait tantôt que l'équipe est composée d'individus. Donc, si l'individu lui-même est dans cette optique-là d'excellence, d'amélioration continue, que l'équipe, elle aussi l'est, on commence à avoir de quoi de pas mal intéressant comme fondation dans une entreprise. Tu as un effet d'entraînement. Les gens vont se motiver. Les gens vont avoir une veille technologique aussi sur des nouvelles façons de faire. On va se challenger. Puis là, c'est vraiment un effet boule de neige où, justement, là, les gens vont comme devenir de plus en plus curieux, connaître de plus en plus de choses, vont développer leur Craftman en étant dans un effet d'entraînement avec l'équipe. C'est génial. Ouais, puis j'allais dire, c'est quand même possible tout ça si l'entreprise l'encourage. Donc là, je t'emmène peut-être dans l'autre sphère qui est l'organisation, là, l'excellence au niveau de l'organisation. Mais je veux bien, mais si les développeurs ils se font dire ben t'as pas de temps à mettre pour l'amélioration continue, t'as pas de temps à mettre pour la veille technologique, même chose pour les équipes, si on les pousse à livrer toujours, ça demande, hein, je pense, cet aspect-là de haut niveau. C'est là que un rôle de direction technologique, de directeur TI, de CTO est super important. Parce que mettons, dans un rôle comme ça, tu es le pont entre, justement, cette vision technologique-là, cette culture d'excellence technologique-là, avec qu'est-ce qui est réaliste à faire et les objectifs d'affaires. C'est là aussi, d'un point de vue d'équipe, c'est important de connaître les objectifs d'affaires
de son produit ou de ses produits sur lesquels l'équipe travaille. C'est quoi les impératifs d'affaires qui sont importants pour le business? Mm-hmm. Exemple, j'ai travaillé dans certains secteurs hyper critiques. Le taux de défaillance, en fait, il ne fallait pas avoir d'incident ou presque. Ouais. Parce que c'est impossible. Il ne faut absolument pas en avoir. Quand j'étais en aéronautique, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Mais ton logiciel est conçu comme ça. Ton temps de développement est plus long, puis ton espèce d'industrie aussi est menée vers ça. Par contre, justement, le fait de le savoir, c'est dans quel contexte qu'on œuvre au niveau de l'organisation, permet de donner une vision technologique qui est soutenable ou qui est alignée avec ces impératifs d'affaires-là. Exemple, est-ce que c'est justement votre capacité d'innovation qui est le facteur numéro 1, la satisfaction client, de ne pas perturber les processus d'affaires de vos clients, donc les processus de vos différents produits. C'est toutes des choses à ramener aux équipes de développement, ramener aux développeurs pour qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent dans quel milieu on œuvre. C'est un peu spécial cet aspect-là parce qu'on demande de l'excellence technologique, mais on ramène ça avec comme l'opposé de on a une problématique d'affaires. Il faut livrer quelque chose. Il faut répondre à un besoin. Il faut livrer, puis c'est là que j'amenais initialement, au début de la discussion, qu'on n'est pas nécessairement des technologues. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la techno pour de la techno. On fait de la techno pour les affaires. Tout ce qu'on met en place, c'est pour régler des problématiques d'affaires, des problématiques qui ont une certaine valeur d'affaires associée. Donc, il faut en être conscient que la situation ne sera jamais parfaite. On n'aura jamais le logiciel comme sans dette technique, avec la parfaite couverture de tests, avec aucune problématique, toujours à jour au niveau des frameworks. C'est un monde un peu illusoire. Ouais. Ça se peut que ça arrive. Mais il faut toujours avoir cette considération-là qu'on fait quelque chose pour l'impératif d'affaires. Donc, le rôle de la vision technologique est important parce que ça nous aide à aligner qu'est-ce qui est important pour le domaine d'affaires, le contexte de l'entreprise. Et ça nous permet ensuite d'établir les plans d'amélioration avec les différentes équipes. Une fois qu'on a cette notion-là de vision technologique qui est appliquée, c'est quoi qui est la stratégie qualité, la vision sur les tests unitaires, la vision sur les tests unitaires, la vision sur l'architecture, c'est quoi vers où qu'on s'en va. Exemple, une entreprise décide qu'on s'en va en microservice. Ça ne sera pas en claquant des doigts, mais on s'en va vers là. Fait que toutes les décisions au quotidien qui vont être prises par les équipes de développement devraient s'aligner vers là. Puis le côté affaires, business, donc par exemple, vendre, justement, une question qu'on me pose souvent, comment je fais pour vendre la dette technique aux gens d'affaires? Il faut que je travaille sur améliorer mes tests puis tout ça. C'est un peu difficile parce que normalement, on s'attend que vous soyez professionnel. Donc, pour eux, il n'y a pas de valeur associée à... Ça devrait déjà être fait. Ça devrait déjà être fait. Ça devrait marcher, ouais. Exact. Donc, il y a des façons de le faire, par contre. Parce que dans les impératifs à faire, il y a une notion de valeur de stabilité, valeur opérationnelle. Donc, il y a moyen de en creusant puis en essayant d'avoir une réflexion avec les équipes, qu'est-ce qui arrive si on n'investit pas en tests automatisés? Qu'est-ce qui arrive si on fait comme on n'investit pas dans la mise à jour de nos frameworks? C'est quoi les impacts potentiels qu'on pourrait avoir en ne faisant pas ces investissements-là dans le produit? Et ça serait quoi les risques que ça occure? Et là, si on commence à avoir une analyse de risque sur nos éléments de dette technique et qu'on peut chiffrer, qu'on peut justement dire, ça se pourrait que ça nous coûte du temps de développement. Ça se pourrait qu'on ait des incidents qu'on soit incapable de revenir rapidement, par exemple, ou ça se pourrait qu'on ait des trous de sécurité, des failles de sécurité. Ouais. Donc, tous ces risques-là font en sorte qu'il y a une valeur à faire associée. Mais il faut se prêter à l'exercice. Donc, quand un développeur vient me voir et me dit « Hey, je suis pas capable de travailler sur mes tests automatisés », je dis « Non, c'est pas vrai. En ce moment, c'est peut-être pas prioritaire pour la business, mais on est capable de montrer un cas d'utilisation, un use case pour qu'est-ce qui arriverait si. » Puis d'avoir cette discussion-là avec le côté affaires, avec les PO, avec les sponsors, les stakeholders, de dire, bon, là, en ce moment, on fait de la livraison de valeur. Par contre, dans la liste, dans ta feuille de route, dans ton plan de livraison, j'ai des items que si je ne prends pas ça, ou que je ne fais pas l'amélioration, par exemple, de mes tests automatisés, ça se pourrait que j'aie plus de capacité de livraison dans 3 ans. Ça va limiter ma capacité de livraison. Si je fais ça maintenant, là, j'ai de la valeur plus rapide à te livrer dans les itérations subséquentes.
Donc, c'est comme ça d'avoir cette discussion-là avec le côté affaires qui va vraiment être intéressante à avoir. Il faut l'avoir, cette discussion-là. J'ai fait une conférence il y a quelques années qui était justement centrée sur ça. C'est toutes les notions, par exemple, des requis non fonctionnels, les tests de charge, tous les requis non fonctionnels d'un logiciel doivent être discutés avec les gens d'affaires. C'est eux autres qui ont la compréhension de pourquoi ils font les choses, pourquoi on est en train d'investir dans ce produit-là. C'est eux autres qui connaissent leurs utilisateurs, leurs clients. Donc, c'est important de savoir leur point de vue par rapport à ces critères-là. Qu'est-ce qu'on essaye de résoudre d'un point de vue de la problématique, puis de dire, bon, ben, ça, c'est le focus. Ils veulent absolument pas que notre logiciel soit down. On va investir en qualité. On va peut-être livrer moins de features, mais on va investir beaucoup en qualité parce qu'ils veulent absolument pas avoir de panne. Fait que c'est des impératifs comme ça qu'il faut avoir comme discussion. Mais je peux pas juste dire à un exécutif, un stakeholder, une partie prenante, un président d'entreprise, je veux que tu me laisses 2 sprints pour faire des tests automatisés. C'est ça. Il verra pas la valeur, c'est normal. Ouais. Faut que tu te dises c'est quoi l'impact par rapport à ça. Faut que tu essaies de vendre cet aspect-là autant qu'une feature. Si tu as besoin de le travailler maintenant. Super. Puis peut-être pour finir là-dessus, la responsabilité dans le fond de la direction ou de l'exécutif là-dedans, dans cette mise en place de la culture d'excellence, est-ce que c'est davantage au niveau de la mise en place d'un cadre qui permet aux équipes d'évoluer là-dedans puis de leur faire confiance dans l'atteinte des objectifs qu'elles veulent leur communiquer? Oui, ben, quand on a travaillé ensemble, justement, c'était ça un peu l'objectif, de travailler sur le cadre, travailler sur c'est quoi le périmètre que les gens peuvent travailler. Ça limite un peu aussi le bruit de la nouveauté ou de comme ça focalise tous les gens sur les mêmes enjeux, les mêmes focus. Puis là, c'est un partage de connaissances, c'est un partage d'expériences qui se vit à travers les équipes dans une organisation parce qu'ils sont tous centrés sur les mêmes enjeux. Exemple, augmenter les tests automatisés. Bon, ben parfait, ça devient un enjeu. Augmenter la qualité, ça se peut que ça passe par des tests automatisés, ça se peut que ça passe par d'autres pratiques, mais c'est centré. Donc, le cadre, c'est vraiment au niveau de la gestion, au niveau d'un directeur TI qui établit sa vision, sa stratégie. Il détermine le périmètre. Une fois que le périmètre est déterminé, ben là, ça devient un peu plus facile de sponsoriser des améliorations, puis sponsoriser des initiatives d'apprentissage à l'intérieur de ces murs. Parce que, n'oublions pas, un des angles morts que je vois souvent dans les organisations, c'est de sous-investir en formation de ces individus. Que ce soit pas nécessairement des formations avec un formateur payé, mais de travailler puis d'investir dans ces individus, dans ces développeurs, dans ces Scrum Masters pour l'amélioration de leurs pratiques. Donc, c'est important de leur donner cette liberté de s'améliorer, de sponsoriser, en fait, cette amélioration-là, cette acquisition de compétences-là pour aider dans le périmètre qui est défini par la gestion. Mais ce cadre-là est super important à se doter parce que ça nous permet de 2 choses. Premièrement, le vulgariser. Tout le monde va s'entendre sur le cadre, sur la vision. C'est rendu communiqué, puis tout le monde en est conscient. Ça fait partie maintenant des valeurs de la direction technologique, par exemple, ou des équipes produits. C'est rendu dans leurs valeurs. Puis là, faut qu'on le répète le message souvent en tant que en position de leadership. Le message doit être répété pour que ça soit justement de l'acquis au niveau des développeurs, des équipes de travail, pour que le message percole avec eux autres. Le deuxième point, c'est justement de se doter d'indicateurs clés par rapport à ce message-là. Commencer à le mesurer. Commencer à le mesurer dans les comités de direction. On va parler là de plus OKR, de Objective Key Result, pour dire, bon, ben si j'améliore justement la qualité de mes produits, c'est quoi les initiatives? C'est comment je le mesure au niveau des équipes de travail, au niveau des produits, pour que justement les gens puissent avoir des initiatives où les puissent rendre visible le travail qui est fait. Pas que ce soit juste une impression qu'on travaille dans la qualité, et qu'on génère des comportements suite à ça. Que là, on rend imputable les gens parce qu'on dit c'est rendu dans la vision d'entreprise. Un produit, par exemple, qui a un problématique au niveau de la dette technique, de la couverture de tests automatisés, ça se peut que je le remonte en comité de gestion. Puis que la gestion fait comme on va rendre visible notre couverture à chaque mois ou à chaque fin de sprint. Fait que si on a une baisse, on va devoir expliquer pourquoi. Ça se peut qu'on ait décidé de couper les cohérents sur certains tests, ce qui est une mauvaise pratique, mais c'est pas grave. Ça se peut qu'on peut le prendre de manière consciente, cette décision-là. Mais cette décision-là, il
faut la remonter pour l'expliquer puis faire comme cette métrique-là de couverture de test qui est remontée. Ce sprint-ci, on l'a fait descendre. Voici les raisons. Mm-hmm. Là, en ce moment, on a un plan d'amélioration. Ça peut arriver qu'on fasse des compromis au niveau pour livrer plus vite ou exact. En autant que ça soit visible, le compromis qu'on a fait puis qu'on l'adresse plus tard, disons. Là. Exactement. Ouais. Tant que c'est adressé plus tard. Ouais. Faut que ça soit adressé plus tard. Visible, ouais. Mais le fait d'avoir la métrique, l'indicateur est super intéressant pour dégager justement un alignement sur le produit puis faire vivre la vision qui est mentionnée jusqu'au niveau terrain. Parce que une vision sans mesure, ça ne dégage pas nécessairement des changements au niveau de l'organisation. Ça serait ça. Ça serait ça. Super, merci Antoine, ça fait le tour. Je pense que la culture d'excellence se met en place au niveau de l'individu, de l'équipe, de l'organisation. Je pense que ça fait un bon tour. On a même réussi à adresser un peu d'intelligence artificielle à travers tout ça, qui est un sujet qu'on pourrait faire un podcast dédié, je pense. Là. Il y a beaucoup de matériel. On l'a qu'à effleurer en ce moment. On l'a effleuré. Mais tu sais, je pense qu'il y aurait beaucoup de matériel, puis il y a de l'intérêt aussi à creuser plus. Donc, peut-être une prochaine fois. Ouais, on verra. Donc, merci encore d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Ça a été un très bon moment. Merci. Yes, au plaisir. Merci, Projet.